Alors bonsoir à tous, donc je m'appelle Maëva Tchek, et j'avoue que c'était pas facile de savoir prononcer mon nom de famille, donc il n'y a pas de souci. Je suis UX designer au sein de l'incubateur d'Amadeus, et moi j'aimerais bien vous parler de la collaboration entre designer et dev, et comment est-ce que ça impacte l'expérience utilisateur de manière générale. Alors pour commencer, j'aimerais bien savoir si vous avez vécu la situation suivante. Ça, en général, c'est la vision du PM. C'est beau, c'est rutilant, c'est bruyant. Après, un petit peu d'autodérision. Ça, parfois, c'est la vision du designer. Il y a des paillettes, il y a des couleurs. On aime bien, c'est mignon. Ça, c'est souvent un peu votre vision, hein. C'est très très spécifique. C'est très très précis. Je suis sûre que c'est juste. Mais il n'y a que vous qui comprenez. Moralité, en prod, ça finit comment? Bah, comme ça. C'est vous ou pas? Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Parce qu'on a tous un comportement assez humain, c'est qu'on est assez auto-centré sur notre métier, on est très auto-centré sur nous-mêmes, donc nos spécificités, nos méthodes. Comment est-ce que nous, on apporte de la valeur ajoutée au sein de l'équipe? On a tendance un petit peu à vouloir se battre pour être visible. Alors qu'en fait, si on fait juste... Je vais jamais arriver avec ce truc. Si on fait juste un petit pas en arrière, on essaie d'avoir une vision d'ensemble commune. On va en parler. Et donc, du coup, l'idéal, c'est d'avoir une vision commune qui répond aux besoins utilisateurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'expérience utilisateur, c'est pas un métier. C'est comme la sécurité. Je ne sais pas vous, mais moi dans ma boîte, on m'explique que la sécurité c'est l'affaire de tous, c'est la responsabilité de tous, et que même moi, gribouille, qui va faire mes mock-ups, il faut que je fasse attention à la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des experts derrière, qu'il n'y a pas des métiers. Je crois qu'on appelle ça un responsable sécurité, information système, ou système d'information. Voilà, c'est une expertise. Et ben, pour moi, la UX c'est pareil. C'est pas un métier, c'est la responsabilité de tous. Donc je viens d'expliquer ce que c'était pas, ce que ce n'était pas. Qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience utilisateur selon du coup Nielsen-Norman, dont Marie vient de la citer tout à l'heure aussi. C'est comment englober tous les aspects de l'interaction pour l'utilisateur. C'est faire en sorte que ça réponde absolument à un besoin. Je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'encore une fois, Marie a été super claire là-dessus. Et ce qui est dit aussi, c'est qu'il faut une fusion des disciplines, dans le sens où pour avoir une bonne expérience utilisateur, c'est important de travailler avec les ingés, avec les designers, avec les PM, et apparemment même avec les commerciaux, ça j'ai un doute. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Ça du coup, c'est un cycle de vie d'un produit digital, donc j'ai trouvé le schéma sur internet, il y en a pas mal. Moi ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'on voit vraiment bien la partie itérative, que les 4 phases sont plutôt claires. Donc si vous voulez, on va aller auprès des quatre phases et voir comment est-ce qu'on peut collaborer sur les 4. Alors, sur la product stratégie, détection d'une opportunité de répondre à des besoins de clients et ou utilisateurs. Donc effectivement, là, même si les responsables de cette phase-là, c'est toutes les personnes qui sont relatives au business, à la stratégie, au product management, l'interaction avec les UX, elle est super importante. Notamment quand on a une spécialité comme celle de Marie, puisque c'est avec ça qu'on va aider à déterminer si la proposition de valeur à laquelle on pense est vraiment pertinente. Comment? Avec des données. Je ne vais pas vous refaire la présentation de Marie, je suis sûre que vous avez tous bien compris. Ce qu'elle disait aussi, et chose que je confirme, c'est que la présence des développeurs, c'est capital aussi, et à ce moment-là du flow, parce que non seulement on a déjà, vos idées sont importantes, on va se mentir, mais surtout, le fait de connaître les contraintes et les possibilités techniques à haut niveau, c'est super important, parce qu'on peut avoir une proposition de valeur qui est brillante, mais si derrière, c'est techniquement impossible, ça n'a aucun sens. On peut résoudre la fin d'un monde, mais si on n'a pas l'idée, si on n'a pas les compétences techniques derrière, ça ne marche pas. Ensuite, même pour les devs, c'est plutôt intéressant, parce que ça permet d'anticiper les futures études techniques,
et d'anticiper le recrutement des experts qui sont nécessaires, le budget, pour pouvoir atteindre, du coup, cette fameuse proposition de valeur. Voilà, ça c'est la première. Alors, qu'est-ce que ça apporte? La collaboration avec les UX, ça permet donc d'avoir une meilleure connaissance de la cible, ça permet donc d'avoir des décisions qui sont data-driven, donc basées sur des faits et pas sur des opinions. Est-ce que le patron, si le patron décide que c'est ça qui est mieux, alors qu'il ne connaît pas son utilisateur, c'est pas dit que son histoire va marcher. Donc, pas beaucoup Marie. Et la collaboration avec les devs, ça permet vraiment d'avoir confiance dans l'investissement après du coût qui va être à mettre sur la table. La deuxième phase du Product Lifecycle, c'est donc du coup le design du produit. Ici, c'est nous, côté UX, qui sommes un petit peu plus des responsables de cette partie. Donc c'est à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura bien déterminé la problématique en amont, à partir du moment où on aura fait en sorte que chacun dans l'équipe comprenne la problématique, puisse se l'approprier, toute l'équipe va être en pleine possession de ses moyens pour concevoir une solution. Et après, encore une fois, de la tester. Marie l'a dit aussi tout à l'heure, c'est capital de tester, c'est capital d'être basé sur des données et pas juste parce qu'on décide que c'est bon et que ça marche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avant même de sortir nos crayons, figurez-vous que même nous, on fait des diagrammes UML, on fait ce genre de choses. Donc on va définir le flux de tâches, on va définir l'architecture de l'information, et après seulement on va commencer à faire des wireframes. Donc vraiment des maquettes qui sont très haut niveau, sur lesquelles on va commencer à placer donc, les éléments principaux, quel est le type de contenu qu'on veut placer à tel moment, quelles sont les interactions, ce genre de choses. Là encore, la collaboration avec les devs elle est super importante, parce que c'est à partir de ce moment-là où il va y avoir de la discussion entre nous pour déterminer quels sont les problèmes à éviter, quels sont les problèmes à résoudre, à anticiper, et donc du coup discuter des meilleures approches. C'est un peu l'équilibre, vous vous souvenez donc du coup de nos chevaux, trouver l'équilibre entre le cheval anatomique et la balance avec la licorne. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir tout ça, parce que vous avez vos propres contraintes et on a les nôtres, et voilà, discuter sur ce sujet. Donc, avec nos petits wireframes, avec nos flows, c'est un super support de communication finalement pour discuter avec tout le monde. Puisque du coup, c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à itérer, à avoir ces fameuses discussions. Les wireframes, c'est assez rigolo, je ne sais pas si tu l'as testé Marie, mais le fait que ça soit en noir et blanc, que ça soit fait à l'arrache, les gens, ils n'ont aucun scrupule à tout défoncer et à faire en sorte d'itérer sur le sujet. Alors que si on arrive avec des mock-ups qui sont en high fidélité, ils vont considérer que le dessin il est terminé. Donc le wireframe, c'est top pour ça, ça fait vraiment très brouillon. Et donc on a vraiment la possibilité d'itérer dessus. Et cette itération, vraiment, elle est capitale pour pouvoir justement se concentrer sur ce qui compte vraiment pour l'utilisateur et pas partir dans des débats infinis avec la loi de Pareto où finalement on est en 80-20 et on va discuter sur le petit flow qui ne sera jamais utilisé et qui sera complètement inutile. Ça nous permet aussi d'avoir une priorisation des fonctionnalités dans la création des user stories. Je ne sais pas si on a des PO dans les parages. Et ça permet aussi d'avoir un support dans la création du coup, des user stories. Ça va? Tout le monde dort? Alors, dans le product design, on a aussi la partie recherche. Ils ont les researchers qui ont commencé sur la product stratégie. Ils sont aussi super impliqués sur le product design. Encore une fois, on travaille de manière assez rationnelle, dans le sens où quand on va travailler sur l'architecture de l'information, par exemple, comment est-ce qu'on détermine un menu, comment est-ce qu'on détermine une navigation, on ne va pas inventer ça comme ça. Alors effectivement, on a des heuristiques, on a fait des études, ce genre de choses, mais surtout, on parle avec nos utilisateurs, on a des méthodologies qui sont faites pour ça. Donc pour déterminer une navigation, nos UX researchers vont être en capacité d'organiser par exemple un card sorting, donc une méthodologie pour essayer de comprendre quel est le flux de navigation, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, de notre cible, et quels sont les meilleurs labels à employer. Évidemment, aussi, il y a la partie test utilisateur dont a parlé Marie. Ça s'applique aussi, c'est toujours 5 personnes, pour pouvoir tester si notre idée, qui a été creusée un petit peu plus en profondeur après le design sprint, continue à fonctionner, si les fonctionnalités qu'on a déterminées sont pertinentes,
Est-ce que la manière dont on les a designés d'un point de vue ergonomique, ça fonctionne aussi? Est-ce que c'est compris? Est-ce que ça arrive au bon moment? Donc tout ce genre d'informations sont testées de manière à ce qu'après on puisse être un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus en confiance avant le développement. Je l'ai dit. Ah oui, et donc du coup évidemment c'est super, c'est top de voir quand on a des devs qui participent à la restitution, voir qu'ils viennent de temps en temps, c'est possible en shadow sur les tests utilisateurs. Alors pas à tous, pas à les 5 parce que vous avez autre chose à faire, mais venir au moins à une session et voir comment le researcher fonctionne, c'est super intéressant parce que vous allez voir comment l'utilisateur va fonctionner face aux maquettes et donc du coup comment il va s'approprier le sujet, sur quoi il va buter, qu'est-ce qui va être compliqué et surtout ça va nous aussi permettre de voir quel est le sens que l'application va donner plus tard. C'est là, la motivation. Je sais pourquoi je le fais. Quand on voit que dans un test utilisateur, que ce qu'on a conçu, ça résout un problème, bah finalement ça donne du sens à nos jours. C'était mon moment philo. Qu'est-ce que ça apporte d'autre de manière un petit peu plus pragmatique? Donc ça c'est la motivation, tout ça, on est content. Il y a aussi la réduction des coûts. Parce que forcément, quand on teste en avance à quoi sert une fonctionnalité, quand on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas, ben en fait c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas la développer et qu'elle ne fonctionnera pas et qu'elle ne sera jamais utilisée. Donc c'est plutôt bien. Ça permet toujours de comprendre les besoins utilisateurs, de les affiner au plus tôt. Ça permet d'éviter des retours en arrière quand vous serez en train de dev, puisque du coup on aura déjà plus ou moins validé la solution. Et en réalité, ça nous donne confiance dans cette solution à développer. La troisième phase, c'est le développement du produit. Alors, bon, là c'est vous. Alors, je ne vais pas trop me permettre de donner des leçons. Vous saurez mieux que moi comment ça se passe pour développer. Mais je vais peut-être parler de la collaboration, donc du coup, cette fois-ci, Dev, UX. Dev. Alors, pendant que vous êtes en train de développer, on continue évidemment toujours à être en discussion régulière. Même si on n'aime pas les meetings, mais ça reste quand même top de communiquer. Par exemple, si vous voulez faire un choix de framework en UI, c'est bien de nous impliquer, parce que même si effectivement on est des gribouilleurs, on a quand même, alors on a un avis, mais aussi c'est quand même important pour nous de savoir en amont ce que vous voulez en termes de choix de framework, parce que derrière, nous on a toutes nos contraintes techniques qui vont en arrière. Si vous choisissez un framework où il n'y a pas beaucoup de capacité de customisation d'un composant, bah nous on sait en fait. Et on va se rendre compte qu'il va falloir soit qu'on pense autrement, alors dans ces cas-là c'est dommage parce que peut-être que ça va diminuer l'expérience utilisateur, soit justement on en discute en amont, on fait ensemble une étude des composants du framework qui vous intéresse, par rapport au test utilisateur, aux fonctionnalités qu'on imagine, on choisit ensemble un framework ou de partir from scratch, c'est une décision commune en fonction du projet. Ouais, c'est trop nul, j'en peux plus. C'est comme apéro. Donc le choix du framework, c'est super important de nous impliquer parce que pareil, si vous avez un... Je connais ma presse, t'as vu ? Ouais, vas-y. Voilà, c'est super important, même pour la partie customisation. Si on est sur une application en B2C, par exemple, le fait d'avoir un framework qui est très customisable, c'est super important s'il y a le brand qui est très fort. Alors que si on est sur du B2B, peut-être qu'on s'en fiche un petit peu d'avoir des boutons un petit peu plus arrondis ou ce genre de choses. Sinon, j'ai une mémoire de poisson rouge par contre. Hein. J'en étais au fait que les frameworks c'était important. Après, effectivement, donc du coup, c'est bon, t'inquiète. L'autre partie qu'on fait, c'est qu'on conçoit des mock-ups des maquettes qui sont en haute fidélité à ce moment-là du flow. Et en fait, ces maquettes-là, pour le coup, elles sont pour vous. C'est-à-dire qu'on va vraiment réfléchir à de quoi vous avez besoin pour pouvoir travailler après et comment passer d'un design, tout ce qu'on a réfléchi en amont, comment le mettre en place et comment l'implémenter. On fait ça notamment avec des design systems de manière à éviter de répéter leur roue. Merci. Alors le design system, par exemple,
Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Parce que c'est vraiment un gain de temps, assez incroyable, parce que ça nous permet donc, du coup, comme je le disais, de concevoir et de développer un seul composant qui est réutilisable plusieurs fois. C'est plutôt bien parce que bah, du coup, non seulement on gagne en cohérence, mais en plus quand on doit faire une modification, bah, une fois qu'on l'a fait, ça se fait partout. Et on a une seule et unique source de connaissances entre les UX et les devs. Il n'y a plus de débat sur les couleurs, ce genre de choses. Et enfin, j'ai pas du tout regardé l'heure. Et enfin, le fait de faire des specs UI, encore une fois, là l'idée c'est que, pour moi dans mon travail, quand je suis à cette partie-là, finalement mes utilisateurs c'est presque vous les devs, c'est-à-dire encore une fois, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça vous facilite la vie. Et donc du coup, on a certains outils comme Figma, qui est la trend du moment, qui est vraiment pas mal parce que ça permet vraiment de partager toutes les specs visuelles de tous les designs. Vous pouvez voir donc du coup que le dev, en cliquant dessus, il a toutes les specs de CSS. Je ne dis pas que c'est du bon CSS, mais en tout cas ça permet d'avoir des informations qui sont quand même assez précises. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est discuter avec le dev en amont, notamment dans le choix du framework, quand vous commencez à définir vos variables de style, que nous, on puisse les nommer de la même manière, histoire d'avoir des design tokens qui soient pareils, qu'on parle le même langage. Et ça, c'est vraiment super important parce que ça évite vraiment après d'avoir des incohérences et des confusions qui nous font perdre du temps. Donc voilà, ça permet d'aligner le design et le dev. C'est un super support de discussion pendant les refinements. Pendant les refinements, alors je ne sais pas vous, si vous avez déjà travaillé avec des UX, mais moi je sais que j'avais tendance au début, quand c'était les refinements de dev, de presque un peu dormir en fait, parce que déjà je ne comprends pas grand chose. Et puis j'avais l'impression que ça ne me concernait pas trop. Et je sais qu'il y a pas mal de devs qui ont tendance aussi à faire autre chose pendant le refinement UX. Sauf qu'en fait, c'est super important finalement de se forcer un petit peu à essayer d'être attentif à ce moment-là, parce que c'est le moment où c'est vraiment, il y a des discussions un petit peu plus pointues qui sortent. Alors là, bon, on parle d'un input, donc on s'en fiche un petit peu, mais sur des composants un petit peu plus pointus d'une page, moi j'ai beau essayer de comprendre le métier de dev, j'ai beau essayer de discuter, de comprendre les contraintes techniques le plus en amont possible, ça va pas rater, je vais mettre un petit texte dans mon design, je vais considérer que c'est super important, mais que vous, ça va vous coûter genre 3 secondes et demie. Et puis le dev va dire, bah, je n'avais pas vu ça, dis donc, en fait, finalement, ce texte-là, il faut faire une requête à une API qui n'existe pas encore, donc ton truc, tu l'auras jamais. Et ça, souvent, on le voit en refinement. C'est super important, encore une fois, d'être là et d'avoir ce genre de discussion pour permettre de l'anticiper. Parce que soit le texte, il est super important pour l'expérience utilisateur, ça a été démontré avec des tests, c'est rationnel, c'est pas juste mon opinion. Et donc, dans ces cas-là, c'est au PO de prioriser pour faire en sorte que du coup ce call à l'API il soit fait. Donc nouvelle user story, nouvelle priorisation. Soit on décide qu'effectivement c'était un nice to have pour l'expérience utilisateur, et donc dans ces cas-là, c'est pas prioritaire par rapport au reste. Bref, les refinements, même si c'est long, c'est bien de les faire. Et mon dernier mot sur ce sujet, c'est pour les QA, donc les ingénieurs qualité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire des devs, mais à tout moment, il y a un QA qui est dans la salle, le pauvre. Et donc, du coup, c'est super intéressant aussi de travailler avec les QA. Donc, ne serait-ce que d'avoir ce genre de référence pour eux, ça peut les aider quand ils font la validation UI, d'avoir vraiment des références. Mais alors aussi, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est de faire finalement les validations à 4 mains avec eux. Comme ça, en fait, moi, je vais apprendre la manière dont ils font des tests. Je vais aussi me rendre compte qu'en faisant certains tests, mon flow, il est un peu bancal. Et ça, c'est super de le savoir maintenant. Et de leur côté, ça leur permet de découvrir aussi notre métier, de comprendre les raisons pour lesquelles telle ou telle fonctionnalité existe. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu tous les endroits sur lesquels je pensais vous parler de la collaboration entre UX et Dev. Après, donc, il y a la partie itérative du cycle, mais voilà, l'idée c'est de recommencer la boucle, donc je ne vais pas recommencer la boucle. Donc en conclusion, je suis beaucoup moins interactive que Marie, mais on pourra parler après.
En conclusion, ce qui est super important, donc c'est ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est qu'il faut absolument communiquer entre nous. C'est top d'apprendre les métiers des uns et des autres. Donc déjà, merci de m'avoir invité pour parler de mon métier. Merci d'être là pour l'écouter, pour avoir envie d'apprendre. C'est un super pas pour vraiment concevoir des applications ensemble qui ont du sens. Participer aux recherches utilisateurs. Vraiment, je vous encourage vivement au minimum d'assister aux restitutions des designers, mais aussi en shadow, n'hésitez pas à leur demander de venir, ne serait-ce que pour voir mot pour mot ce que dit un utilisateur, ça apporte vraiment du sens derrière. On sait pour qui on le fait et pourquoi on le fait, et ça c'est top. On a des outils de collaboration maintenant qui sont à disposition, qui sont super avec Figma notamment, donc on a la possibilité, nous, de concevoir notre design. Vous êtes connectés en même temps, vous pouvez nous écrire un mot, vous pouvez nous écrire, vous avez toutes les specs qui vont avec, on a la partie prototypage, tout est en un, donc c'est vraiment top. J'ai dû dire top 3 fois dans la slide. Et enfin, il n'y a rien de mieux que d'aller boire un café, évidemment, un thé, une bière, pour pouvoir discuter, comprendre un petit peu comment chacun fonctionne, et devenir copain, il n'y a rien de mieux. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Maëva. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, c'est pas tout à fait sur la partie collaboration UX et Dev, mais c'est par rapport au PM. Sur toute la partie recherche, interview utilisateur, comment est-ce qu'on évite que les UX et les PM se marchent dessus? Alors, j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Il n'y a pas de débat. En fait, le PM, il n'a pas la formation pour mener ce genre d'entretien, en fait. Enfin, oui, il peut l'avoir, mais... Alors, je cherche d'une manière diplomatique en fait d'intervenir sur cette question. Alors, la manière dont on mène nos tests utilisateurs, Marie, je t'encourage vraiment à intervenir si tu veux après, hein, parce que c'est plus ton domaine, je pense. On a donc du coup, la plupart du temps, on a une formation en ergonomie cognitive, en psychologie, donc en fait, on a des protocoles qui sont hyper stricts pour éviter tout biais cognitif qui va avec. Le PM, il est orienté business. Lui, il a une obligation presque de résultat. Alors que nous, on est censé représenter la voix de l'utilisateur, en toute impartialité. C'est-à-dire que, presque pour nous, en fait, si on apprend en avance que le produit se casse la gueule, c'est une bonne nouvelle. Le PM, obligatoirement, il va avoir un biais de se dire « Putain, je perds du temps, je perds du budget, comment est-ce que je vais justifier ça ?» Donc, s'il y a des entretiens, ce sont des entretiens business. C'est pour déterminer le business model. Mais pour comprendre, en fait, le fonctionnement de l'utilisateur, a priori, c'est notre partie. Mais Marie, encore une fois, c'est ta... Pour ma part, moi je les laisse faire s'ils ont envie de faire, mais qu'ils ne viennent pas pleurer si quand le produit est dev et implémenté mis sur le marché, il n'a pas le succès escompté. Ouais, voilà. S'il n'y a pas le succès escompté, malgré les tests qui ont été réalisés par des équipes ou par un PO, parce que j'ai déjà vu des PO aussi faire, bah, tant que ça marche, j'ai envie de dire tant mieux. Mais le jour où ça ne marche pas, c'est que vous avez besoin alors d'une expertise du UX designer, UX researcher, qui va lui s'engager, parce que c'est son vrai métier, à s'engager à des résultats. On ne fait pas des tests pour se faire plaisir, hein. On fait des tests pour que le produit, une fois qu'il est implémenté, il marche, mais qu'il marche pas dans le sens dev, dans le sens de l'utilisateur, quoi. Qu'il ait le succès escompté. Voilà. Ça répond à la question. Le PM doit se concentrer sur les interviews plus business, mais dès qu'on rentre vraiment dans la conception, c'est plus du tout son rôle. Oui. Ou alors, encore une fois, il faut suivre un protocole. Encore une fois, hein, l'expérience utilisateur, c'est une responsabilité de tout le monde. Si le PM veut faire un entretien utilisateur, il faut qu'il ou elle suive un protocole dédié sur ce sujet. Il faut qu'il ait aussi un minimum de formation pour ne pas poser des questions qui soient hyper biaisées, et c'est naturel. Au même titre que pour ma part, je suis designer, je sais très bien que si je dois faire des entretiens, puisque du coup je suis designer et moins researcher, dans mon analyse, je vais prendre en considération le fait que j'apporterai un biais, parce que je ne peux pas analyser, enfin, je ne peux pas faire des entretiens sur quelque chose que je conçois. De base, il y aura un problème. Donc il y a plein de petites règles comme ça à prendre en considération et à éviter. Une autre question? Non. Ça marche mieux le Slido, les gens qui sont motivés. Ouais.
Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au dernier speaker, et puis bah, on fait 2 minutes de pause, le temps de s'installer.